Bonjour, c'est Thomas et bienvenue pour ces news créatives qui sont dédiées à l'actualité autour de la 2D, la 3D, l'impression 3D, le do-it-yourself, le maker, voilà, en gros tout le monde créatif. Alors comme d'habitude, vous avez les liens directement en description de la vidéo par rapport aux différents éléments que je vais vous présenter. Et vous avez aussi donc la table des matières directement en dessous pour aller d'un chapitre à l'autre par rapport à ces différentes news. Je précise dès maintenant, c'est la 4e fois que je les enregistre, j'ai eu une petite galère technique mais j'en parlerai à la fin parce qu'en fait c'était en relation avec une des news dont je vais vous parler. Allez, on commence avec cette news proposée par 3D Native autour de la Bugatti Tourbillon qui est une hypercar, voilà, qui intègre un châssis imprimé en 3D. Alors bien évidemment pas l'impression 3D que nos machines de chez nous, l'impression 3D métal, hein, notamment en utilisant la technologie de l'entreprise américaine Divergent. Alors on est sur une voiture qui est super haut de gamme, qui a 3,8 millions d'euros si je me trompe pas. Forcément c'est pas pour tout le monde, mais pour dire que le châssis d'une voiture c'est quand même la colonne vertébrale, c'est super important pour des voitures qui montent jusqu'à quasiment, je crois, 400 km/h, donc il faut être très précis, et justement on arrive sur de l'impression 3D métal de précision, ça c'est pas nouveau, mais justement avec des techniques finalement de précision et aussi on va dire de rigidité et donc de poids, car oui forcément l'impression 3D métal c'est pas nouveau, j'en parlais dans une vidéo il y a pas si longtemps que ça, mais voilà, c'est du poids, c'est de l'acier, c'est certains matériaux. Dans l'industrie, c'est quand même pas nouveau. L'industrie spatiale utilise aussi beaucoup, énormément. Mais là, on va dire, ça commence à se rapprocher dans des choses un peu du quotidien. Alors, une Bugatti Tourbillon, c'est pas du quotidien, bien sûr, mais pour dire que voilà, on commence à arriver à des choses un peu plus fonctionnelles, plus accessibles pour nous dans l'avenir, pas pour maintenant. Parce que voilà, on est sur des voitures qui sont exceptionnelles, bien sûr, mais peut-être que dans 4-5 ans, on aura des voitures haut de gamme à l'heure actuelle, très chères encore, mais plus accessibles, je sais pas, une centaine de milliers d'euros, avant d'arriver peut-être d'ici 5 ans, 7 ans, avec des voitures plutôt haut de gamme normales, on va dire, dans les 30 000, 40 000, 50 000 euros. Voilà, donc ça va se démocratiser. Et surtout, d'autres pièces, par exemple, cette Bugatti Tourbillon, le système d'amortissement est aussi fait en impression 3D avec cette technologie-là, ce qui veut dire que, voilà, ce sont des pièces plus petites, potentiellement beaucoup moins chères, qui vont servir progressivement au niveau des voitures. Donc voilà, donc c'est pour dire que doucement mais sûrement ça va arriver et donc on va retrouver l'impression 3D métal au sein, je l'espère, de notre quotidien le plus tôt possible. Toujours dans cette actualité plutôt industrielle, hein, Le Monde a sorti il y a quelques jours un article un petit peu rétrospective sur l'impression 3D des maisons. Cette impression 3D, on a entendu parler à la télévision, dans les journaux, etc., les actus. Oui, l'impression 3D imprime donc des maisons maintenant, ça va révolutionner les choses et tout. Et effectivement, on en voit souvent, on en parle à droite à gauche. J'étais au Formnext il y a pas très longtemps, enfin il y a plusieurs mois maintenant en Allemagne, il y avait des machines qui imprimaient justement des boudins en béton, je l'ai parlé dans une vidéo notamment dans une de mes shorts. Voilà, donc c'est super intéressant, mais la réalité est que malheureusement, économiquement parlant, c'est pas encore viable. Donc cet article, je précise qu'il est réservé aux abonnés du Monde quand même, voilà, revient un petit peu là-dessus pour dire aussi l'évolution, c'est-à-dire que les coûts étaient assez importants, ça s'est un peu réduit, il y a des recherches forcément sur les matériaux, des problèmes de temps de fabrication, donc ce qu'on voit directement là-dessus, mais voilà, l'avantage de l'impression 3D par rapport à donc des bâtiments, c'est de faire des formes totalement différentes du premier coup, on va dire, pas forcément que des murs avec des angles et tout, faire des arrondis et tout, mais ça reste quand même relativement restreint avec des contraintes fortes, que ça soit par exemple au niveau des matières, de la résistance. J'ai appris en lisant cet article-là qu'il fallait des renforts métalliques par rapport aux murs, parce qu'en fait l'impression 3D je dirais des maisons, en fait ça fait que les murs autour, éventuellement intérieurs, mais ça sait pas faire par exemple la chape de béton, la dalle directement de la maison. On peut enfin faire l'impression 3D pour un premier étage, donc c'est quand même vite limité là-dessus. Toutefois, ce que je trouvais intéressant dans l'article, c'est que ces technologies d'impression 3D, on va dire béton, pour ces maisons, sont utilisées pour des objets un peu plus petits, des objets, on va dire, des mobiliers urbains, par exemple. Donc là, il y a un exemple, voilà, deux machines en photo, je vous lis la description. Un robot imprime un déversoir à orage qui sert à récolter les eaux pluviales en cas de précipitation exceptionnelle. Voilà, donc objet forcément plus petit, mais voilà, matière contrôlée, coût plus intéressant, mais avec justement des matériaux beaucoup plus résistants. Et là, notamment, on peut lire que l'entreprise qui fait ça derrière, notre activité a été multipliée par 4 en un an, nous espérons franchir les 100 projets en 2024. Donc voilà, et là effectivement en plus il dit que leurs prix sont compétitifs. Donc voilà, c'est pareil, c'est comme pour la voiture avant, c'est peut-être arrivé un petit peu trop tôt, mais forcément, à force de faire de la recherche, de tenter des projets, les coûts s'améliorent, la technologie s'améliore, et il faut se dire que peut-être que dans 2, 5, 10 ans, on aura justement de plus en plus de choses
peut-être totalement ou partiellement fait avec ces technologies. Maintenant, après ces deux news un petit peu, on va dire, industrielles, on va, voilà, c'est pas vraiment une news que je vais vous présenter. Je suis tombé sur ce message sur Reddit, voilà, sachant que je ne savais pas d'ailleurs que les Bamboo Lab, la A1 et la A1 Mini, j'ai fait le test de la A1 il n'y a pas si longtemps, sont capables de jouer de la musique en début, on va dire, d'impression 3D ou à la fin. Alors ça, toutes les imprimantes, on peut avec le G-code lancer, on va dire, un bip, souvent il y a des buzzers et ce genre de choses, mais ça s'arrête là. Mais là, ce qui est vraiment assez rigolo, c'est que l'imprimante va vraiment jouer de la musique, sauf qu'elle n'a pas vraiment de quoi jouer de la musique, tout simplement en jouant sur la vibration, la fréquence de vibration des moteurs qui font du bruit, et ben c'est capable de faire de la musique. Et il y a même, c'est ça qui est super intéressant, enfin rigolo et anecdotique on va dire, mais dans le wiki de Bamboo Lab, la documentation, vous pouvez justement voir comment connecter de la musique au format MIDI pour faire jouer l'imprimante, et vous avez 2 tutos faits par des utilisateurs qui expliquent comment faire ça. Donc voilà, c'est totalement inutile, donc forcément c'est indispensable. Alors de retour dans l'impression 3D un peu plus industrielle, alors c'est plutôt pour les vieux croutards comme moi de l'impression 3D qui ont commencé il y a peut-être une dizaine d'années. Il y a une entreprise qui s'appelait Shapeways, je vous le montre voilà ici, qui est une entreprise néerlandaise si je ne me trompe pas à l'origine, qui faisait de l'impression, qui fait en fait de l'impression à la demande. En gros vous allez sur la plateforme, vous uploadez votre objet 3D, vous choisissez la matière première, de la couleur et ce genre de choses, vous payez et vous recevez sous quelques jours votre impression 3D qui a été faite. Et c'est une entreprise qui a vraiment explosé un moment avant que les imprimantes 3D grand public soient abordables. C'est une plateforme que j'ai utilisée moi-même, j'ai même connu d'ailleurs le CEO de l'entreprise. Voilà, donc c'est entre guillemets, un espèce de mastodonte de l'ancienne époque qui disparaît. Voilà, il y a un article dans 3D Printing Industry qui dit que l'entreprise n'a plus de sous, tout simplement, n'arrive pas à, je dirais, éponger les dettes malgré, on va dire, des plans d'austérité. Il y avait quasiment 20 millions, on va dire, de dettes l'année dernière. Il y en avait déjà avant, bref, des tentatives de rachat, etc., qui ont été, on va dire, rejetées apparemment. Donc Shapeways a annoncé, voilà, il y a je crois aujourd'hui qu'ils étaient en banqueroute tout simplement. Donc bon, au revoir Shapeways, merci pour tout. Malheureusement, je pense que c'est une entreprise qui a été victime de toutes ces impressions maintenant professionnelles, enfin ces imprimantes professionnelles qui sont beaucoup plus abordables. Il reste plus que l'industriel, mais bon, voilà, ça a dû forcément limiter énormément les choses. Et maintenant, j'ai basculé sur un monde plus do-it-yourself maker avec Xtool. J'en parlais dans les news de la semaine dernière et celle d'avant. Alors je précise, je suis pas sponsorisé par Xtool, c'est juste que voilà, ça s'enchaînait. La semaine dernière, j'ai annoncé qu'Xtool avait commencé à teaser un nouveau produit. Et ça a été annoncé avant-hier, voilà. La nouvelle M1 Ultra. Et donc, on en sait un petit peu plus sur cette machine qui est une solution, on va dire, 4 en 1, qui permet de faire de la découpe laser, qui permet aussi, alors ça c'est comme la M1 d'origine, et de faire de la découpe à lame. Donc j'ai fait le test de la M1 il y a déjà quelques temps, machine que franchement j'aime beaucoup, qui est vraiment très très bien faite, sauf que là ils ont rajouté des choses, notamment, alors une découpe à lame qui est plus performante, en fait on découpe plus de matière, différents types de lames, il y a aussi un système où on peut mettre des crayons à la place pour dessiner directement sur des surfaces, et chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, j'avoue, c'est qu'il y a aussi une tête, en fait les têtes sont interchangeables, une tête pour imprimer, une sorte de jet d'encre. Alors je cherche à avoir de l'information pour l'instant, mais je l'ai toujours pas. Ça ressemble à la sublimation parce qu'on peut aussi imprimer sur différents types de matières comme du bois, de la pierre, de la céramique. Donc voilà, donc assez intéressant. Alors il y a aussi une promotion apparemment en ce moment, en gros vous payez 50 euros je crois, enfin 50 voilà, euros de côté, vous avez droit à 1000 euros de réduction, ou non pardon, 500 euros de remise plus 500 euros de cadeau. Alors je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, à vous de regarder, mais ça veut dire que le prix de la machine va peut-être être un petit peu cher. Maintenant, ce qu'il faut voir, la gamme Ultra chez Xtool, j'ai l'impression tend de plus en plus pour les personnes se lançant dans un business autour des créations comme ça, digitales vers le monde réel. Voilà, donc ça c'est intéressant. Vous voyez au passage, il y a même une presse à chaud pour justement les vinyles par exemple, et je suppose de la sublimation. Voilà, c'est vraiment la supposition que je vous fais, donc
assez intéressant. Je vous cache pas que si je peux essayer de tester la machine, je vais forcément tenter. Et maintenant, je passe à autre chose. On a parlé beaucoup de gros sous au début de la vidéo avec Bugatti. On va parler de gros sous avec Apple qui a annoncé la disponibilité de leur casque Vision Pro, voilà, en France, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, je crois que c'est 4000 € la machine, donc forcément, c'est pas pour le commun des mortels non plus. J'ai eu la chance de le tester, quelqu'un autour de moi là, il y a à peu près donc 2 mois et demi. Et j'avoue que ça m'a foutu une claque. C'est vraiment un outil un appareil qui est extraordinaire. L'immersion est vraiment très très bien. Je vous rappelle, j'ai un MetaQuest 3 qui fait aussi la réalité augmentée. Ça marche bien. Alors là, c'est un niveau supérieur. La qualité d'image est l'immersion est vraiment bluffante, y compris voilà ces bureaux virtuels et ce genre de choses. Mais effectivement, ça a un prix non négligeable. Donc c'était pour vous partager cette news là. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un Apple Store pas très loin de chez vous, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est l'occasion de tester, franchement tester, ça vous donnera une petite claque en espérant que les prix vont descendre vers le bas. On parlait de Bugatti, des maisons imprimées en 3D, ce genre de choses. J'espère que, sans parler d'impression 3D, ces casques-là vont arriver à des prix beaucoup plus abordables dans un avenir relativement proche, parce que vraiment, même si on s'isole de tout le monde, à utiliser, c'est vraiment génial. Et je continue avec la VR avec ce logiciel ShapeLab qui arrive en version 2024, qui est un logiciel de sculpture numérique, donc directement, en VR, en casque VR. Alors, j'en parle parce qu'en fait c'est un produit que je ne connaissais pas du tout. Ça fait donc voilà, la sculpture directement en immersion. C'est très inspiré d'un logiciel comme ZBrush par exemple. Il y a des fonctions de sculpture multi-résolution, donc basse qualité, haute qualité pour la sculpture. Voilà, il y a pas mal de petits trucs qui ont l'air intéressants dedans. Voilà, c'était plutôt pour vous partager la news, mais surtout, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui peuvent me dire en commentaire si vous connaissez l'outil, qu'est-ce qu'il vaut, etc., je serais curieux de savoir, parce que forcément, je fais de la sculpture, je ne l'ai pas, j'avoue à l'heure actuelle, je regarde plutôt les solutions d'Adobe en ce moment, mais voilà, votre feedback forcément sera intéressant, donc n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire pour m'en dire plus. Et je vais continuer avec le SIGGRAPH. Alors le SIGGRAPH, qu'est-ce que c'est? C'est le salon de la 3D, l'image de synthèse. C'est un très très vieux salon, je l'ai fait moi-même en tant qu'exposant 4 ou 5 fois, je ne sais plus, à l'époque de Pixologique. Alors, bien sûr, c'est un salon où il y a des stands, etc., les éditeurs de logiciels, mais il y a toute la partie recherche qui est super intéressante à côté, avec voilà, des mathématiciens, des chercheurs en images de synthèse, en calcul mathématique, en IA, tout ça, qui présentent leurs projets, leurs papiers de recherche. Et là, voilà, il y a une vidéo qui est sortie qui présente justement tous ces papiers de recherche principaux qui vont être présentés. Donc, on va parler de topologie 3D, de structure et tout. Voilà, donc ça permet de couvrir un large spectre, ou alors, ici, tout ce qui concerne du tissu, des formes et tout, parce que on utilise de la 3D pour faire justement des dépliages, des repliages, etc. Donc très intéressant. La simulation, vous voyez, musculaire là-dessus, parce que on a besoin quand on fait du film au cinéma, quand vous avez vos super-héros en 3D qui bougent avec des effets très réalistes, effectivement, on reproduit ça. Ou alors là, des exemples de fluides qui vont servir aussi pour de l'image de synthèse, pour des films, ou alors simuler des choses comme de la météo, des courants marins et tout ce qui va à côté. Mais vous avez des sociétés comme Pixar, qui est très très présent au SIGGRAPH, qui présentent leurs recherches pour leurs films en fait. Et souvent dans leurs courts-métrages, souvent ils intègrent des choses de leur papier de recherche. Voilà, donc simulation de fluide avec des effets, des animatronics et ce genre de choses. Donc bref, ça peut être très technique dans certains cas, mais si l'image de synthèse vous intéresse, la 3D vous intéresse, c'est toujours intéressant de voir ces documents de recherche, parce qu'après ils sont souvent implémentés dans des logiciels. Dans le cas donc de ZBrush, notamment la retopologie automatique, il y a très longtemps, on s'était basé sur le papier de recherche présenté au SIGGRAPH sur le quadrimeshing, voilà, donc autour de la 3D pour faire toute cette retopologie avancée de façon automatique. J'enchaîne avec du logiciel avec SolidWorks. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un des mastodontes de logiciels de conception, qui propose une version pour les makers. Alors c'était pas forcément nouveau, mais on vient de le découvrir. Jonathan m'a passé la news. Alors je suis très Fusion 360, donc c'est un peu un logiciel concurrent, mais qui est quand même beaucoup plus lourd. Et donc c'est une édition, on va dire, pour les gens, pour un usage non lucratif, voilà, aux fabricants et aux amateurs, sachant que vous ne devez pas gagner beaucoup d'argent parce que vous faites ce logiciel-là. Je crois que c'est 2000 € maximum sur l'année. C'est un abonnement qui est à 38 € hors taxe à l'année. Donc ça permet effectivement de découvrir un logiciel de conception. Alors par exemple, vous l'avez peut-être utilisé dans un temps, je dirais, révolu dans votre jeunesse ou quoi que ce soit, ou dans le cadre du boulot, vous le faire de façon personnelle, et ça donne accès à SolidWorks partout. Et il y a toute une série de tutos qui est disponible directement sur la chaîne YouTube. Alors, je ne connais pas du tout SolidWorks, mais j'avoue que ça me tente de prendre cette licence au moins pendant un an, faire quelques tutos et découvrir peut-être quelque chose de différent et d'intéressant pour les pièces plutôt
de conception. Et maintenant, j'arrive à la dernière news qui était ce que je parlais dès l'introduction. Pourquoi j'enregistrais autant de fois ces news? Pour des problèmes techniques, je vais arriver sur la fin. Et voilà, c'est que j'ai découvert sur Facebook il y a quelques mois, pas tant que ça, des formations, notamment de une société qui s'appelle Colosso Global, société de Corée du Sud, qui propose des tutos d'illustration, de 2D, de 3D, etc., avec notamment des choses un peu dans le style animation japonaise, on va dire, design asiatique. Et vous le savez peut-être, j'ai plein de figurines derrière, j'en ai plein là-bas, etc. Je suis génération Club Dorothée, je suis très manga animé, je fais moi-même de la figurine, enfin je faisais moi-même plutôt de la figurine là-dessus, et apprendre ZBrush, c'est pas un souci pour moi, mais avoir le toucher, le style, je dirais, asiatique, c'est plus compliqué. Et donc, cette société propose des tutos en anglais, et je voulais vous faire, en fait, à terme, un petit retour d'expérience. Et j'ai un peu accéléré les choses. Alors, je vous fais ce retour maintenant en news. C'est pas vraiment le topic, mais c'est un peu histoire de parler de l'actualité de la chaîne, on va dire. Où là, les tutos, vous allez sur le site, c'est pas des tutos à 2,50 €, ils sont assez cher, mais il y a des réductions, etc. On peut l'avoir. Et une fois que vous êtes payé des formations, je n'ai pris deux. Une, celle que vous voyez donc juste avant, voilà, ici, et une autre qui est dédiée à l'impression 3D, la création de figurines. Donc voilà, c'était un peu l'occasion voilà, de tester ces différentes solutions. Voilà, j'ai pris celle-là, et donc celle-là. Et bref. Et en fait, deux problèmes. Le premier problème, c'est déjà la formation elle-même. Moi, c'était marqué formation en anglais. D'accord? En fait, non. La formation est en coréen sous-titré anglais. Ce qui, moi, sur le principe, me dérange pas. Mais quand j'apprends, je dirais, des fonctions, quoi que ce soit, des moments, je suis sur mon logiciel, j'écoute la formation. Là, en coréen, je ne peux pas. Et surtout, c'est que dans le cas de la formation, où souvent, il y a plein de petits détails qui sont donnés, les sous-titres ne vont pas transmettre l'intégralité du message du créateur, du formateur. Donc là, déjà, c'est relativement dommage. Et en plus, cette expérience est terni par le fait que vous regardez vos vidéos donc en ligne, mais il faut installer un logiciel qui va être le deuxième point que je parlais par la suite. Voilà, un peu en tâche de fond, un plugin dans le navigateur. D'ailleurs, ça vous kill tout quand vous installez justement ça vous redémarre vos navigateurs, Discord, des genres de choses. Une petite frustration là-dessus, mais surtout c'est que voilà, même si la qualité de la formation semble pas mauvaise, dès que vous voulez accélérer ou aller plus loin dans la vidéo, ça, je dirais, ça recharge, la connexion plante et tout, donc il y a une mauvaise expérience utilisateur au niveau de la vidéo, ce qui est assez dommage. Et donc maintenant vient le deuxième point, c'est qu'il y a des protections par ce petit player qui est installé sur l'ordinateur, des protections anti-piratage, ce qui se comprend parfaitement, je vous le cache pas, mais en fait elles sont un peu trop agressives, c'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo là-dessus, vous ne pouvez pas lancer Discord. Discord se plante directement. L'application de viewer fait planter Discord. Ils me l'ont confirmé en fait, parce que j'ai contacté leur service technique. Alors ça c'est embêtant, c'est que moi j'ai toujours Discord qui est lancé, j'ai échangé avec des gens, etc. ou dans le cadre du boulot, n'importe quel truc. Bref, pas possible d'utiliser Discord. Bon, voilà, ça imite pas mal. Et voilà, je regardais ça sur un autre ordinateur que j'ai à la maison, et pour préparer un peu cette vidéo, préparer un peu tout ça, j'ai réinstallé le truc sur l'ordinateur principal, mon ordinateur personnel, sur laquelle j'enregistre ces vidéos. Et j'ai pas tiqué sur le moment. Et donc j'enregistre mes vidéos avec Camtasia, logiciel donc d'acquisition vidéo. J'imagine que c'est pareil qu'OBS au passage. Et puis en fait, je commence à faire ma présentation, sauf que je regarde pas forcément ce qui se passe sur mon autre écran à côté. Et je regarde enfin la fin de la vidéo, je m'apprête à couper donc l'enregistrement, et là, Camtasia avait disparu complètement. Je me dis, flûte, Camtasia a planté. J'ai pas fait le rapprochement directement, parce qu'en fait j'avais ça pas tout de suite avant, mais je sais plus, une journée ou 2 journées avant. Bref, je relance mon truc, et là, moi je suis dans la tête, mais au bout de 15 minutes d'enregistrement, le truc encore planté. Et je me dis, voilà, c'est colosso, truc muche. Je kill le machin, donc l'application qui était restée en tâche de fond, je kill le process et tout. Il y a un process forcément caché, parce que par bout de 15 minutes, le Camtasia est planté. Donc j'ai dû désinstaller tout le bousin pour pouvoir enregistrer une vidéo. Et sachant que je ne cherchais pas à lire la vidéo à ce moment-là. J'ai quitté le logiciel, bref, j'ai dû tout désinstaller. J'enregistre ma vidéo, Camtasia tourne toujours bien, et à la fin, je veux éditer ma vidéo. Je me suis rendu compte que Camtasia, du fait qu'à chaque fois il était planté, il se réinitialisait, j'enregistrais pas le bon écran, j'avais pas la vidéo ici. Donc bref, c'est un petit coup de gueule pour vous dire que c'est cool d'avoir des formations, des sujets comme ça quand vous aimez cette culture, on va dire, asiatique, mais ça marche pas du tout. Donc si vous voyez ça, je suis désolé de dire ça, mais
soit vous passez votre chemin, soit vous gardez ça en tête, mais accrochez-vous parce que c'est bien dommage et justement c'est très frustrant. Donc voilà, je voulais vous partager ça. C'est un petit peu un coup de gueule, je vous dis, j'aime pas trop faire ça, mais voilà. En tout cas, voilà, j'ai pas d'actualité autour de la chaîne à vous partager en ce moment. Je suis à fond dans le boulot, donc j'ai pas trop le temps de m'occuper de mes vidéos. J'aime bien faire la lampe qui est à côté de moi, là, franchement, je l'adore et j'aurais partagé ça avec vous. J'ai des imprimantes qui arrivent, etc. Enfin bref, pas mal de choses qui sont déjà là, notamment le test de la Mars 5 Ultra et la M7 Pro qui tarde, ça m'énerve beaucoup. Je voudrais accélérer ça, mais bref, voilà un petit peu pour ces news. Un peu long, je pensais pas que ça aurait été aussi long, finalement beaucoup de sujets, plus ou moins anecdotiques ou importants. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, comme d'habitude en description de la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, enfin c'est tous ces trucs habituels de youtubeurs et youtubeuses. Et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, surtout quand vous avez des news, des idées, etc., que vous trouvez intéressant, que vous voulez me partager avec moi, envoyez-moi des liens comme ça directement, en message privé sur les réseaux sociaux, sur le Discord, voilà, ou même en commentaire de la vidéo, comme ça permet d'avoir des news les plus riches possibles et avec des sujets relativement variés en espérant vous faire découvrir différentes choses. En tout cas, je vous dis à très bientôt, faites attention à vous et surtout n'oubliez pas le plus important, c'est d'être créatif. Allez, bye bye!